Hello les Movie Riders, bienvenue dans Vanishing Point, le podcast qui emprunte les routes imaginaires du cinéma sans GPS ni direction assistée, avec pour seule boussole notre passion, nos échanges et nos envies, au gré des possibilités que va nous offrir ce périple virtuel en votre compagnie. Alors au menu, des épisodes à thème sortis tout droit de nos cerveaux un peu malades, des embardés sur les grosses autoroutes comme sur les petites deux voies peu recommandées voire carrément pas recommandables, des rencontres improbables sur les routes du 7e art avec des invités faisant du stop sur notre chemin et surtout, aucune destination précise à part l'amour de la péloche. Vanishing Point, c'est ça, 3 cinéphiles un peu obsessionnels qui vous proposent de prendre place avec eux côté passager avec le plein, des clopes, quelques bouteilles et des tas de films à aborder. Bienvenue à tous et merci d'être présents pour le deuxième épisode de Vanishing Point. Donc c'est Mad au volant pour vous servir. Je suis accompagné de Ben. Salut Ben. Salut mon grand. Salut Franck. Salut Mad. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Ça va. Prêt pour le road Fais trip? gaffe à la route un peu. Ouais, c'est ça. Regarde devant toi. Je regarde devant moi. Je suis sobre, toi tu fumes ta clope. T'es quoi? T'es à la LEF? T'as le droit? Ouais. Très bien, parfait. Tout d'abord, on tient à remercier tous ceux qui nous ont écoutés pour le premier, qui nous ont fait part de leur retour toujours très constructif, qu'on va essayer de prendre en compte pour la suite. Donc merci à eux quoi. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Mister Réseau, Franck. Ouais, effectivement, quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez, vous pouvez vous abonner évidemment à notre flux RSS. On a également une page Facebook, une chaîne YouTube et sur Twitter, on est également présent vpoint-podcast. On a également une adresse mail, notamment si vous voulez participer au petit radeau blind test qu'on propose à chaque épisode. Ouais, parce qu'il y aura toujours un petit jeu blind test à chaque épisode, donc si vous trouvez les réponses et tout, vous nous envoyez ça. Vous aurez plein de cadeaux. Oui, parce qu'on a un budget phénoménal. Exactement. Donc c'est podcast.vanishingpoint@gmail.com. Et on vous aura des photos de cadeaux. Donc dans le premier épisode, on s'était penché un peu sur les préparatifs qu'on fait en amont de notre voyage virtuel qu'on fait avec vous. Et donc on s'était équipé du plein de musique avec Baby Driver. On avait eu l'occasion de faire une petite revanche introspective sur la vie et sur le deuil en passant par la lune grâce à First Man. Et on avait fait plein de bouteilles de drogue, de psychotropes, et de tout, de Liberté Gonzo avec Las Vegas Parano. Ce qui fait qu'en fait, on avait terminé l'épisode dans les montagnes près de Woody Creek où les cendres de Hunter Thompson ont été dispersées du haut d'un canon en 2005. Donc, grâce à Johnny Depp. Grâce à Johnny Depp qui a tout payé. On vous invite à réécouter le premier épisode ou le découvrir si vous ne l'avez pas fait. Et donc, quand on se retrouvait au milieu du Colorado, on s'est dit qu'en partant de là, on resterait bien dans cet état. Et qu'on pourrait vous proposer du coup 3 escales géographiques sur la route. Non, bon, on vous dit tout parce que là, Ben me fait signe que je dois m'approcher du micro parce que mon temps passe. Un petit peu. Ça faisait partie des retours constructifs qu'on avait eus. Exactement, donc voilà, donc déjà dès le début je les applique pas. Bref, voilà, donc on va vous faire 3 petites escales géographiques et cinématographiques dans le Colorado. Donc pour ceux qui ne savent pas trop où ça se situe, le Colorado, c'est au centre-ouest des États-Unis, donc c'est un État qui est connu pour ses hauts reliefs puisqu'il abrite le point culminant des Rocheuses. Politiquement, l'État il est franchement démocrate, a tendance un peu écolo-cool. Et cinématographiquement, vous êtes forcément déjà passé par cet État plusieurs fois lors de vos visionnages de films, et je ne peux pas vous en citer puisque ça fera l'objet du blind test de Franck qui vous a concocté pour tout à l'heure. On y trouve aussi 2 réserves indiennes encore, les Utes et les Navajos, ce qui ne veut pas dire qu'on trouve plein de sosies de Roger Hanin. Et on compte presque 6 millions d'habitants avec une densité relativement faible pour le reste des États-Unis. Donc voilà, donc ici on est dans des hauts plateaux et des montagnes absolument magnifiques. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va vous emmener sur les routes du cinéma, en tout cas du cinéma que nous on aime. On va essayer de partager 3 films avec vous. Donc voilà, moi je prends le volant. Ben est toujours avec une clope Toujours. Et donc voilà, on est tous les 3 sur la banquette. Alors on vous prévient tout de suite qu'on va parler de 3 films et il y aura forcément du spoiler. Donc si jamais on aborde un film que vous n'avez pas encore vu, regardez-le avant parce que ça va être très difficile de ne pas dévoiler certains. Et revenez écouter après l'épisode évidemment. Voilà, vous partez, regardez le film puis vous revenez après quoi. Donc voilà, là on va se lancer tout de suite vers notre première escale qui se situe dans le centre-est de l'État à Colorado Springs. Every magic trick consists of 3 parts, or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something
and makes it into something extraordinary. But you wouldn't clap yet, because making something disappear isn't enough. You have to bring it back. That's why every magic trick has a third act. The hardest part. The part we call the prestige. Et pour cette première escale donc à Colorado Springs, c'était absolument une étape que voulait faire Ben. Ben, je te donne la parole. Ouais, donc je vous ai emmené ici. Alors là, on est dans le quartier de Nob Hill, qui est le point le plus haut de Colorado Springs, et qui est l'endroit où était érigée, mais ça n'existe plus maintenant, la station expérimentale de Nikola Tesla. Voilà. Il y a l'électricité dans l'air. Station dans laquelle il travaille donc sur l'électricité, sur les transmissions radio, et où il aurait soi-disant inventé, mais on n'a pas de preuves parce que ça a été démoli avant qu'il puisse le prouver et tout ça, la première forme de courant sans fil, wireless. Donc je pense qu'il a pas réussi à le faire a priori, mais il dit qu'il était à 2 doigts. Enfin, dans ses carnets, il laisse entendre qu'il l'avait fait. J'aime bien la figure de Tesla parce que c'est un peu l'underdog de l'histoire. D'abord face à Edison dans l'électricité, après face à Marconi pour le télégraphe. Du coup, il y a toute une histoire de qui l'a inventé en premier, etc. Et c'était un type un peu cinglé, puisque persuadé d'avoir capté des émissions extraterrestres dans la station qui était donc dans cette rue. Alors il n'y a plus rien, hein, maintenant il y a une banque, une station auto, un institut pour les malvoyants, les malentendants, et c'était dans ce coin-là, justement parce que comme tu le disais, on est en hauteur, et ils pensaient que le courant wireless serait plus facilement transportable dans un endroit avec une pression atmosphérique d'un certain type, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc c'est un lieu un peu mystérieux à l'époque. Le type il fait des expériences avec des énormes capteurs électriques. C'est un type un peu mystérieux. Et ça se prête bien au sujet du film qui est le Prestige de Christopher Nolan. Les expériences bizarres qui rappellent un peu la magie, le côté de l'underdog qu'on va retrouver dans le film, parce que c'est la compétition entre 2 magiciens, un qui est un peu comme Tesla et l'autre qui est un peu plus qui a plus d'argent, etc., comme Edison et tout ça. Et donc oui, le Prestige, c'est compétition obsessionnelle à laquelle se livrent 2 magiciens joués par Hugh Jackman et Christian Bale, et qui vont en gros tout sacrifier pour gagner, pour battre l'autre, pour être celui qui a la meilleure illusion, le meilleur trick, etc. Alors je suis pas un gros fan de Christopher Nolan, je trouve que les avis sont aussi partagés. Je pense qu'on va pas forcément être d'accord, mais... mais ça reste un réa en tout cas qui est assez important, on va dire, qui arrive encore à ramener les gens dans les salles de ciné. Je crois que c'est le 7e réalisateur qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du cinéma. Donc au-dessus de lui, tu as Spielberg, Cameron, des gens qui ont commencé 20 ans avant. Et il est dans une période où les gens vont moins au ciné, puisque les plateformes de streaming, tout ça, il arrive encore à ramener les gens dans les salles, quoi. C'est intéressant. Et ce que j'aime bien moi chez lui, parce que j'aime pas tout ce qu'il a fait non plus, mais ce que j'aime bien, c'est son idée de toujours lier le fond et la forme, le contenu du film et la forme du film. Dans Memento, son premier vrai film. Parce que j'ai vu qu'il avait fait quelques autres trucs avant que j'ai jamais vu. Following avant, mais c'est un truc qu'il a fait avec des potes le week-end, avec son argent propre, tout ça, quoi. Un peu film de fin d'études, même s'il n'a pas fait d'études de cinéma. Et donc dans Memento par exemple, le type perd la mémoire tous les 10 minutes, donc le film est filmé à l'envers toutes les 10 minutes. Dans Inception, tu as les rêves dans les rêves, donc le film, tu as un film dans le film. Une obsession sur la narration non linéaire et sur la mémoire. La mémoire, le temps. Et là, puisqu'on est dans un film sur la magie, le Prestige, et c'est ce qu'on a entendu dans le sample qu'on vient d'écouter, il a la forme d'un tour de magie, donc avec les 3 moments, The Pledge, The Turn, The Prestige, qui devraient correspondre dans le film à l'exposition, le twist, et puis la résolution du film, et qui est un peu la forme de tous les films, en fait. Moi, je trouve que c'est conceptualisé à l'extrême, quoi. Ouais, bien sûr. Et apparemment, sa trilogie Batman est basée là-dessus aussi. C'est-à-dire que comme il a fait ça pour la même période, les 3 films, chaque film correspond à Pledge, Turn et Prestige. D'accord. Ok. Il a poussé le truc. Ok.
Et on y retrouve la plupart des obsessions de Nolan, le personnage qui a des problèmes psy et qui est endommagé, on va dire, toujours généralement chez lui par la perte d'un être cher. Hein, t'as le type de Memento qui perd sa femme, Oui. Batman dont les parents sont morts, DiCaprio dans Inception, qui a perdu Inception, dans le quotidien. Interstellar, la mère de la famille, etc. Et là c'est pareil, donc il va y avoir un personnage qui va mourir assez vite au début du film, hein, une assistante, et qui va entraîner la compétition en fait. Il y a toujours un questionnement moral, un questionnement éthique dans ces films, assez souvent. Et là, c'est le cas, parce que les deux magiciens vont super loin au niveau éthique. Ouais, hein, carrément. Et il y a un truc que j'aime bien chez lui, et qui est, c'est peut-être le film où c'est le plus flingue, c'est que souvent le protagoniste et l'antagoniste sont pas si différents que ça l'un de l'autre. Le héros et le méchant se ressemblent beaucoup. Et là, dans ce film-là, c'est même difficile à dire qui est qui. J'allais dire, Voilà. je suis pas sûr que vous arrivez à définir qui est le bon ou le Ah, mauvais, quoi. c'est la narration qui fait ça finalement, parce Ouais. que Parce qu'ils échangent de rôle, en fait, ouais. un peu, à chaque fois. et puis en fait, lorsqu'on regarde le film, on suit Christian Bale dans sa cellule Mhm. qui lit le journal de Hugh Jackman, Ouais. que Hugh Jackman a lui-même écrit en lisant le journal de Kristen Bale, Tout à et donc fait. du coup ça permet d'avoir cette... En fait, à chaque fois le récit il est subjectif, enfin, il y a pas Ouais. donc forcément un coup c'est le rival qui est le méchant, etc. Les rôles se bougent beaucoup et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il aime bien faire ça, hein. Oui. Batman et le Joker, Ouais. même Memento, sans déflorer trop le film, le héros et le méchant, On peut espérer, enfin, on peut penser que vous l'avez la vu, plupart en des fait, gens ont déjà vu Memento. c'est le même type, puisqu'il se poursuit lui-même. Ah en oui, oui, gros. c'est... Il y a toujours un Et peu c'est le ça, côté, le côté vin de la quête aussi, quoi. Où en fait tu vas aller tellement loin dans ta quête d'absolu qu'en fait, tu te perds au passage. Donc, Dans il n'y a Insomnia plus aucun avec sens. oui, Insomnia Robin aussi. Williams et qui est pas son meilleur. Hein. Mais il y a pas à Nolan du coup, ou à D'accord. c'est pas le meilleur de qui? Ah, de Nolan. De Nolan, d'accord, ok. Non mais je sais pas. Bah, c'est pas le meilleur Nolan, c'est pas le meilleur Pacino, mais le moins bon Pacino, ça reste toujours meilleur que 90% des acteurs. Bref. Après, c'est un remake aussi. alors Ouais, c'est un remake. c'est- J'ai pas vu l'original. Je pense que l'idée l'a tenté, mais justement parce qu'il y a ce même type de personnage. Ouais. Mais il y a ce problème de temps aussi dans Insomnia où en fait Oui, le mec bah sait oui. plus quand c'est le Ouais, jour ou la bien nuit, sûr. il perd Bien ses sûr. repères et du coup Ouais. finalement il se perd lui-même. Cette fameuse scène qu'il y a dans Insomnia quand il est dans le brouillard où en fait Oui. t'as l'impression qu'il se poursuit lui-même. Enfin c'est bien sûr. super bien foutu quoi. Et même Interstellar, t'as ça, où tu suis le héros astronaute, et puis le premier qui est parti, qui est Matt Damon, qui est en fait Ouais. plus ou moins le méchant du film, il a le même profil, enfin, très très souvent. C'est vrai. Et ça j'aime bien, et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans le Prestige, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, c'est le côté on sait pas qui est le gentil, qui est le méchant, quoi. Enfin, c'est vraiment un questionnement éthique, ils n'arrêtent pas de se faire des coups de pute l'un l'autre, et tu sais jamais où t'es, quoi. Bah, c'est le gris total. Hein. Le gris total. Alors je sais pas ce que tu. Ouais, c'est pas, Ouais. qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? En fait, c'est marrant. C'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'il ait voulu faire aussi la trilogie. Parce que l'histoire du Pledge, Turn et Prestige, Mhm. en fait, alors sans faire de la conceptualisation débile, mais je trouve que ça s'applique vachement bien à sa carrière, en fait. Mhm. Où en fait, tout ce qu'il y a avant le Prestige, c'est un peu, c'est Pledge, c'est la promesse, quoi. Ouais. Moi, Memento, quand je l'ai découvert, alors c'était aussi une époque où on aimait bien les films un petit peu intellectualisants, tu vois, Mhm. qui te poussent à réfléchir, et jamais je vais râler contre un mec qui essaie toujours de faire réfléchir son spectateur et qui en gros lui dit si tu fais pas attention t'es perdu. Ça je vais pas râler contre ça, c'est pas possible parce que c'est quelque chose contre lequel, pour lequel je râle sans arrêt. Ouais, voilà, c'est milite, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça me semble super important. Et Du coup, Prestige inclus dans alors, cette, moi c'est mon préféré de Nolan, le Prestige. D'accord. Ah oui, parce que oui, Ouais, je moi précise aussi, qu'on s'est pas donné nos avis Ouais, respectifs ouais, avant, donc on ouais, sait pas ouais. du tout ce que les autres pensent du Moi film. aussi, j'ai Memento et celui-là, et je préfère celui-là parce que Memento est super, mais par contre il n'a pas encore toute la technique, il n'est pas encore super bien filmé. Non, il y a quelque chose d'un peu sec, hermétique quand même Voilà, dans parce Memento. qu'il- Il n'y a pas l'émotion, le truc. Même si, bon. un petit Le peu concept trop est génial, concept fantastique, mais le mec a pas de thune, c'est son premier vrai film, il a pas de thune. Arrivé à Prestige, il a de l'argent, donc en plus d'être bien, enfin, l'histoire, le concept, c'est bien filmé, quoi. Ah ouais, c'est beau à pleurer. Et en fait, justement, pour moi, le Prestige, c'est vraiment justement le turn. Tu sais, le côté, la fascination, le machin, tu sais pas. Et je trouve, alors c'est pas pour faire un concept débile, mais je trouve tout la suite de sa carrière,
c'est donc le Prestige. Et il y a toujours un côté un peu déceptif, je trouve, dans les tours de magie. Enfin, tu vois, et je trouve que sa carrière correspond exactement à ça, quoi. Ok, C'est-à-dire qu'à c'est partir de là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors il y a Inception. Alors Inception, à la revoyure, Ah non, il y a peut-être le Dark Knight Rises entre-temps. je crois qu'il a fait Dark Knight Rises et ensuite Inception, il me semble. Je suis même pas sûr. Non, je crois que... Non, pardon, je veux dire, il a fait Batman Begins. Voilà, c'est ça. Ensuite, il a fait Inception. Et Batman Begins, c'est quand même je trouve ça un petit peu chiant. Inception, j'avais adoré, mais je pense que c'était vraiment un effet de mode à l'époque. Je trouve ça génial d'avoir inventé des scènes d'action qui se réfléchissent sur 3-4 niveaux, quoi. Ça, c'est fantastique, ça, je peux pas râler contre ça. Mais quand tu le revois, justement, c'est comme le tour de magie dont il parle dans le Prestige, et tu commences à voir t'es habitué à la grosse musique de Hans Zimmer, t'es habitué aux gros effets de scénar, ok. et du coup, en fait, ça perd de la magie. Et c'est pas vraiment, j'ai ressenti ça en le revoyant la semaine dernière, le Prestige, j'ai été bouleversé en le revoyant, plus que quand je l'avais vu auparavant. Mais je pense qu'en fait, c'est la métaphore qu'il essaye de faire du cinéma dans le Prestige, c'est un peu ça. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ça. Les deux personnalités, les deux Voilà. magiciens, c'est un peu deux visions du cinéma. Il y a le technique et puis il y a le poète, l'artiste, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a ça, mais du coup, je trouve que son film résume bien plus sa carrière que le cinéma de manière générale. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du Prestige, il y a un truc qui se passe où je sais pas, j'ai l'impression qu'il perd un petit peu de son âme avec des films quand même ultra pompeux comme Interstellar. Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Je sais que plein de gens l'aiment, hein. Je pense pas que le film soit mauvais, mais c'est marrant en le revoyant, en ayant cette idée des 3 parties. Je trouve que Prestige est pile au milieu, quoi. C'est pour ça que c'est le summum de sa carrière. Et j'ai l'impression qu'après ça se casse un peu la gueule, et j'y crois plus en fait. Peut-être parce que j'ai vieilli aussi. Tout comme Memento m'a fasciné à l'époque, et peut-être que maintenant, quoique c'est pas vrai, je l'ai revu, ça marche toujours. Non, c'est vachement bien. Mais voilà, enfin, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu, et je pense qu'il y a aussi une trame beaucoup trop alambiquée par moment. Je trouve que ça il y a quand même 10 minutes, un quart d'heure, je pense, où Dans le Prestige. Ouais, il se perd un petit peu, quoi. Tout petit peu. Je trouve que Ça le m'a film... jamais gêné, moi, c'est marrant. Ouais, bah, je sais pas, j'ai l'impression que on a compris les va-et-vient entre les journaux, entre les saloperies qui se font d'un magicien à l'autre. C'est Pour moi, vachement bien. il y a une énorme incohérence dans ce film. Mais, Ah bah je t'écoute, vas-y. parce que je me sens très seul là, du coup, à la banquette arrière là. Quoi, tu l'as pas aimé? Alors, le Prestige, pour moi, c'est un très bon film à 80%. Ouais. C'est Et déjà pas mal. il y a déjà pas mal. 20%, et là, pour le coup, on va rentrer dans C'est déjà la proportion inverse des Marvel, quoi. Du coup, là, pour le coup, je vais divulgacher le film. Oui. Les 20%, c'est l'introduction d'éléments surnaturels dans le récit. Lorsque Angier, donc du coup Hugh Jackman, découvre le chant de chapeau et le clone du chat. Il comprend du coup ce que fait Tesla. Ouais. Et pour moi, cet élément surnaturel-là, il me gâche absolument tout le film. C'est marrant. C'est une sorte de loi de Pareto cinématographique, quoi. Il y a vraiment les 20% là qui me créent 80% de ma frustration. Qu'est-ce qui te dérange dans ce... Parce que ça donne des plans quand même absolument... Mais ça va pour moi, ça va complètement à l'inverse, au contraire de tout ce qui est développé pendant le film. Pendant tout le film, les deux personnages, ils cherchent à trouver les trucs, les astuces, les ficelles de leur rival. Et après, c'est une adaptation aussi, Le Prestige, c'est un roman à la base, et donc j'imagine que dans le roman, il y a les mêmes éléments surnaturels, mais j'arrive pas à saisir pourquoi avoir ajouté cet élément surnaturel là, ou juste ta gueule, c'est magique, quoi. Voilà, c'est juste de la vraie magie. Mais je pense que c'est justement le moment où ça bascule, c'est-à-dire qu'en fait, quand la magie, c'est plus de la magie, ça devient de la science. Pour moi, la bascule se fait là, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai trouvé une science qui surpasse n'importe quel tour de magie que je peux imaginer, et donc quelque part, pour moi, il passe un peu du côté obscur, quoi. C'est une espèce de triche, Mais après, qui fait qu'il est damné, quoi. Tesla, malgré les mythes qu'il peut avoir autour de lui, tout ça, c'était pas un sorcier, c'était un scientifique. Ouais. Donc, d'ailleurs, il y a une réplique de Michael Caine. Il dit Tesla est un sorcier qui fait ce que les magiciens prétendent faire. Oui. Mais non, Tesla c'était un scientifique. Alors après, oui, c'est une vision, c'est un faux Tesla. Hein, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, cet élément-là, me gêne beaucoup parce que pour moi, ça va en contradiction avec ce qu'il a développé pendant tout le film. On ne cherche plus les trucs et astuces, on n'est plus devant deux faux magiciens, entre guillemets, magiciens en termes spectacle. Ouais. On est devant des véritables sorciers, des véritables magiciens avec de la vraie magie, du clonage. Enfin, on est vraiment devant ça. Et
mince. Je me dis, c'est dommage. Je pense pas qu'il y avait besoin de cet élément surnaturel SF dans le récit pour être intéressant. Et pour un film de Nolan, qui est un réalisateur qui essaye quand même souvent d'ancrer ses récits dans le réel. Dark Knight, toute la trilogie de Dark Knight, c'est Batman. côté ultra urbain, moderne. Même dans des films SF, Interstellar ou Inception, il essaye quand même, voire des fois trop, de raccrocher, de donner un contexte scientifique à ce qu'il veut montrer. Et là, honnêtement, pour moi, c'est assez dommage, quoi. Alors, ce que je trouve pas mal pour respecter son truc, c'est que finalement, il veut une machine qui le transporte d'un endroit à un autre. Et le type n'arrive pas, il lui fait une machine qui le clone. C'est-à-dire que la machine n'est pas tout à fait parfaite, et en plus, elle ne marche pas tout à fait. Il n'arrive pas à la calibrer, tout ça. Ouais. Donc il y a quand même le côté, même si c'est de la science fictive, vrai côté scientifique, le mec il galère à le faire, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça, et j'aimais bien l'incursion de l'élément science-fictionnel dans le film en costume, parce que c'est assez rare. Et je trouve ça. Du coup, je parlais d'incohérence. Pour moi, donc, on est d'accord que dès le départ, l'astuce de Kristen Bale, c'est d'avoir, gros spoiler, c'est d'avoir un frère jumeau avec lequel ils se partagent une seule et même identité. J'avais tellement zappé ça, quand je l'ai revu, je suis tombé dans le panneau, je fais putain. Mais pourquoi ? Parce que c'est Kristen Bale qui donne, lorsque Hugh Jackman kidnappe du coup son agent, son bras droit, qui est en fait son frère jumeau, il lui demande son secret et il lui donne Tesla. Et Tesla n'a jamais été son secret. Il a un frère jumeau. Alors du coup, t'es berné en tant que spectateur parce que tu dis du coup, il n'y a pas de double, il n'y a pas de frère jumeau. Non, son secret c'est Tesla aussi. Mais non. Mais du coup, pourquoi il lui donne Tesla ? Parce que Tesla lui a construit quand même sa machine à lui aussi. Alors pourquoi mettre son plus grand rival entre les mains d'un scientifique sorcier qui serait éventuellement capable de lui créer une machine à faire des clones pour pouvoir faire exactement le même tour mieux. Mais parce que la machine qu'il lui a construite pour lui, c'est juste un artifice, quoi. Il a aussi le truc électrique au-dessus de lui et puis il fait croire que c'est ça. Et il pense pas que Tesla est capable de faire. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il fait une erreur. Parce qu'en fait, il lui donne la clé sans le savoir. Moi ça m'a gêné. Après, cette histoire de clone, en fait, c'est moi le truc qui m'a le plus bouleversé, c'est que mine de rien, à chaque fois qu'il fait son truc, Jackman il est obligé de se tuer lui-même. Après chaque représentation, qui a une vision de l'artiste qui se tue sur scène chaque soir. Alors du coup, je comprends ce que tu dis. Et voilà. Mais moi je trouve que la métaphore elle est superbe. Non mais c'est très beau. Non mais et tout, pour moi ce plan, c'est marrant que c'est. Tout ce plan avec tous les chapeaux là, je trouve ça mais superbe. Surtout que tu l'as vu au début et tu ne penses plus parce que c'est le coup du tour de magie, on t'a distrait pendant la demi-heure. Et qui te met le frère jumeau devant la tronche pendant tout le film et j'ai complètement oublié ce truc là. Et quand il y a la révélation, je fais putain mais c'est pas vrai, effectivement je l'avais devant la gueule. Mais je pense que n'importe quel spectateur rationnel et un petit peu logique, s'il n'est pas mis sur cette mauvaise piste par le film, mais c'est tour de magie du coup. D'accord. Mais du coup, c'est assez comment dire. Je sais pas, j'arrive pas à trouver. En fait, tu réagis peut-être comme tu sais l'enfant dans la scène où à un moment il a la cage et puis il la ferme. Et puis lui dit il est passé où l'oiseau ? Il fait non, il est là. Il fait mais non, c'est pas vrai quoi. Peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que tu te sens berné parce qu'il y a un artifice. Ce gamin. Mais non, mais je parle de naïveté pure quoi. Je te parle pas de toi. C'est-à-dire que malhonnêteté, voilà. Il y a une certaine malhonnêteté à mettre cet élément-là. C'est pas le même oiseau. C'est son frère. Non, mais c'est ça qu'il dit le gamin. Il dit Milou, son frère. En plus, putain, il te donne les réponses tout le temps. Oui. Et ça d'ailleurs, c'est une réponse pour le film et c'est une référence à son frère à lui, je pense, à Nolan aussi. Parce qu'en fait, il a son frangin qui a écrit ses scénars avec lui, qui a écrit en partie Memento, Interstellar, Dark Knight Rises, le Prestige. Plus j'y pensais celui-là, mais ouais. Et en fait, c'est le type de l'ombre, quoi. Son frère, on le voit jamais. C'est le mec qui est en dessous de la scène, en train d'écouter les applaudissements que reçoit l'autre. Ça, c'est des scènes superbes. Je pense que c'est une référence. Tu vois la lumière à travers les plaintes, là, et puis il lève les bras, alors que. Ça, c'est super chouette. Ouais. Mais j'avais pas pensé à son frangin, à Nolan. Parce que son frère, il est quand même très éludé, parce que c'est toujours écrit par Jonathan Nolan et Christopher Nolan. Et au final, il lui a écrit certains de ses meilleurs films, quoi. Maintenant, il est reconnu, il fait la série Westworld sur HBO avec sa femme, je crois. Il a son propre truc, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était dans l'ombre de Christopher Nolan, quoi. Ouais, j'avais pas pensé à cette analogie, Et du coup, quand il dit c'est pas lui, c'est le frère de l'oiseau, je pense que c'est
une référence dans le film, mais aussi parce que c'est pas une phrase c'est pas ça C'est que le dirait frère un qui a enfant. glissé Non, ça c'est dans- vrai, c'est vrai. It's the brother, il dirait autre Ouais. chose que frère pour l'oiseau, quoi. Et je pense que c'est volontaire. Ouais. Ah, ça c'est cool ça. Mm. Alors, le truc, moi, je trouve qui m'emmerde un peu, c'est Michael Caine m'emmerde un peu. Un acteur que j'adore, mais je trouve que putain, il en fait jamais rien. Nolan, il a créé un Ah, il est personnage dans avec tous ce ses mec, films, et ouais. c'est le même personnage à chaque fois. Il est partout. Ouais. On parle quand même de Michael Caine, quoi. Mm. Je veux dire, il est pas né en 2000, le mec. Hein. Et il y a ce truc-là, je trouve qu'il est un peu négligé. Ça m'agace un peu. Et après, c'est. En le revoyant, j'ai vraiment enfin compris le film à d'autres niveaux, et compris dans mon visionnage de la carrière de Nolan. Et je crois qu'il y a peut-être aussi l'enfant en moi qui a dû se briser à un moment, qui fait que je crois plus à sa magie ensuite. Mais voilà, enfin, je trouve quand même que d'un point de vue réel et image, c'est un truc de taré ce film. C'est tellement beau, quoi. C'est beau, et très beau décor, très beau costume. Parce que pour le coup, là, on est à Colorado Springs, mais en fait, le Colorado ici, ça représente juste la quête du secret dans ce tout film-là, à fait. parce que l'intrigue principale, elle se passe plutôt, je crois que c'est à Londres. C'est à Londres, C'est à tout à Londres. fait, ouais. Donc là, très très beau décor, des beaux décors. Il y a des sur le DVD, il y a des bonus sur le making of, mais bon, c'est chiant parce que c'est des making of très polis, quoi. Et ils te montrent 3 trucs en disant, sûr. ils te répètent que le film est génial à longueur de temps. C'est un peu dommage, mais tu vois quand même un peu comment ils ont travaillé là-dessus. Ne serait-ce que sur toutes les affiches, tu sais, que tu vois dans les rues de Londres, par exemple. Tu vois toutes les affiches des autres spectacles qui sont recouvertes par d'autres et tout. Il y a des trucs vraiment bon. Ça a été ultra bossé, mais j'ai l'impression que le mec il a tout donné là et qu'après, je sais pas. Tu retrouveras peut-être la magie avec son prochain projet, Tenet. Alors j'aimerais beaucoup, et j'y crois pas une seconde. Ouais, c'est dur. Voilà. Je suis pas méga Je sais, hypé non alors, plus. Ouais. C'est un pur préjugé qui se base sur rien. Hein. Je sais à peine de quoi ça parle. De toute façon, personne ne sait vraiment. C'est encore une histoire de boucle. En fait, quand j'ai entendu parler de boucle temporelle, je me suis dit, putain, c'est reparti, quoi. C'est un peu plus pointu que ça, c'est de l'inversion temporelle. Inversion. C'est de l'inversion temporelle. Alors, je sais pas du tout comment ils vont amener ça, mais ça ressemble quand même beaucoup à Inception avec un autre concept. Interstellar aussi, du coup. Ouais, ça a l'air d'être plus Inception, effectivement. Ouais, il y a vraiment le côté une urbain, enquête, l'équipe. Je pense que j'irai le voir parce que ce que tu as dit en intro, c'était très juste. C'est quand même encore un mec qui arrive à faire venir les gens dans les salles avec. Alors, c'est dur de le dire comme ça, mais du vrai cinéma, je mets des guillemets parce que je sais pas ce qui est le vrai ou le faux, mais même si j'ai l'air de le dire des fois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une invitation au spectateur à faire fonctionner son cerveau en même temps qu'il se divertit. Et ça, on peut pas dire que les mecs comme ça soient légion, quoi. Puis c'est un des seuls mecs à filmer encore en pellicule. Oui, absolument. Avec Et puis avec des Tarantino. effets spéciaux, enfin, on gueule sur les fonds verts et tout, mais moi j'ai maté un making of de Inception où vraiment, quand t'as le couloir qui tourne, c'est un putain de couloir qui tourne, quoi. Je trouve ça génial. Interstellar, il a construit le vaisseau. Ouais, voilà. Tout le cockpit existe en vrai. Il y a quand même un amour du cinéma, on va dire un peu à l'ancienne, cinéma Bien de sûr. papa, mais le meilleur, quoi, qu'il arrive lui à transmettre encore maintenant en 2020. C'est vrai que voilà, il n'est pas tombé dans le panneau de tout faire en décor dégueulasse, fond vert, où en fait plus personne ne croit à rien parce que tout est possible, donc rien n'est crédible, quoi. Ça par contre, j'apprécie beaucoup chez le bonhomme. Je pense qu'il y a une paire de scènes dans Prestige d'ailleurs où les tours de magie doivent être vrais, quoi. Il doit filmer les mains de magiciens et pas celles de J'aimerais bien Christian savoir Bale, ça. mais je pense qu'il y a Exactement des ce que scènes, j'espérais voir dans le making of, c'est-à-dire est-ce que vraiment il a étudié des tours de magie, est-ce qu'il a demandé conseil à des mecs, parce que je pense. tous les trucs et astuces que tu vois, ça c'est assez excitant dans la première partie de voir comment les mecs ils réfléchissent à ça. C'est que ce truc mécanique Ce que j'allais dire, monstrueux qu'il a fait sans instrument de torture, quoi. Il est obligé de remonter. Un faux pas et t'as un bras en moins. T'as des ressorts et des trucs qui partent de partout. Et j'ai trouvé aussi certaines analogies avec ce qu'il fera après dans Dark Knight Rises quand Christian Bale est en prison, quoi. J'ai l'impression de voir Batman qui est en galère. Tu sais, Oui, c'est vrai. c'est marrant, quoi, le gars. Enfin, bon, c'est Sacré crossover, du coup, Prestige. C'est Batman contre Wolverine, quoi. C'est un Marvel versus DC. Bizarrement, j'avais pas réussi à faire cette analogie. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, je trouve que Dark Knight c'est bien. Mais même Dark Knight, tu vois, en le revoyant, j'aime toujours. Comme je t'ai dit récemment, là, je me suis fait les trois Batman à la suite. Entre autres. Enfin tous les Batman, y compris la saloperie Batman versus Superman là. Mais en enchaînant les trois, même là, ça se sent. Ce côté un peu déperdition dans la forme, quoi. Au moment où tu dis, j'en peux plus, quoi, arrête. Tu m'as fait tout ça pour me faire une espèce de prestige qui finalement n'en a que le nom, quoi. Enfin, je dis, t'aurais pu t'arrêter un film, quoi. Après, c'est aussi la forme de tout film, en fait, en 3 actes, avec. Bien sûr. C'est une pièce de théâtre, hein, ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est vrai. Une intrigue, un dénouement.
En tout cas, je me surprends moi-même à dire plus de trucs positifs que négatifs sur Nolan avec vous là. C'est Alors clair. que pour faire le rebelle, j'arrête pas de dire c'est un connard. Mais bon, c'est peut-être que son- je m'occuperai de ça le jour où on fera C'est son Villeneuve. monde, ça, hein. Oh non, non, pas Villeneuve. Pas On Denis. y viendra un jour. Pas Denis. On sera obligé. pas Denis, quoi. Genre ton pote Denis, quoi. On peut parler de David Bowie. Ouais, un dernier Ah, ouais, ouais. rôle, je pense. Parce que, qui Ouais, était un une de très ses bonne derniers idée. rôles et qui est c'est une super bonne idée, effectivement. oui, oui, oui. Quitte à prendre un type très mystérieux, bien, colle très bien. au Ouais, personnage là, Tesla. il est absolument parfait, quoi. qui est censé avoir parlé aux extraterrestres. En plus, ouais, il ressemble lui-même à un mec de Outer Space, quoi. Tout à fait. On y est, quoi. Ouais, il est super et c'est vraiment. Et en fait, à un moment, je me souviens que quand j'avais pas vu le Prestige pendant super longtemps, je le confondais avec l'autre et je sais plus ce qu'il vaut. L'Illusionniste, vous l'avez vu ça avec ça Edward me dit quelque Norton chose. et Paul Giamatti. Non, je crois pas. Non, je crois pas que je l'ai encore vu. Faudrait que je revoie ce truc-là, mais à Je mon dois l'avoir en avis, DVD. à l'aune du revisionnage du Prestige, je suis pas sûr Il qu'il est tienne plus la vieux, route. du hein. coup. Je crois que c'est C'est quelques quasiment la années. même hein. période, Ah je ouais, crois, c'est même d'accord. période. Tout d'un coup, la magie était à Hollywood. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, du coup, là, c'était super de le proposer celui-là parce que le revoir m'a fait quand même réaliser que c'était un film absolument merveilleux, quoi. Et j'étais vraiment ému. Enfin, je trouve qu'il y a un désespoir là-dedans qui ça va jusqu'au bout quand même, quoi. C'est assez hardcore. Hein. Donc bon, il reste plus grand chose de ça là où on est maintenant, là, Nobile. Non. Il reste plus rien, mais Ouais, c'était pour c'est faire un petit décevant. tour Ouais. pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pour se dire que Tesla était là à un moment donné Ouais, voilà. et que ça a influencé plein de trucs, même encore un film de Nolan dans les années 2000, quoi. Ah, les fantômes du passé, quoi. Tout à fait. Ouais. Bon, du coup, on reprend la route. On va à la parti. prochaine escale. Du coup, on va se déplacer de 100 km. On va aller vers Denver. Je conduis toujours, hein, puisque vous Ouais, je suis avez bien pas le derrière. Je permis. suis bien derrière. Ok. I've been thinking about this guy. My neighbor next door a few years ago. A citizen. Never married, no kids. Just a sweet guy. And he got a cancer, a bad one. He was dying. I've been thinking about him. Thinking how if in his last days when he was laying on the bed, staring up at the ceiling in this shitty little apartment, knowing he was gonna die, was he sorry he never did nothing? Was he sorry he never did the foxtrot with a $2,000 a night hooker in a Paris nightclub? Jimmy, we did the things. Du coup, moi, les gars, j'ai décidé qu'on allait faire un petit tour à Denver. Donc, c'est pas trop loin, on a 100 km à faire. Et c'était une bonne occasion de parler d'un petit film méconnu que j'ai eu le plaisir de redécouvrir. Au départ, c'est juste parce que c'était Denver, on a décidé qu'on s'arrêtait là. Et du coup, le premier film qui venait, c'était celui-là. Et j'ai eu un peu peur en le revoyant au départ. Ah, Parce moi que aussi, un petit peu. c'était un de mes petits films de chevet quand j'étais ado. Je me suis dit, putain, est-ce que je me lance pas dans un truc, il va falloir parler d'un film Est-ce que que j'aime ça a pas. vieilli Est-ce que ça a etc. vieilli ou pas, quoi. Le film en question, c'est Dernières heures à Denver, ou alors en anglais Things to do in Denver when you're dead, ce qui est vachement mieux. Et au Québec, ça Oui. s'appelle Distraction à Denver quand sonne le glas. Oui, je l'avais Ah, vu. c'est pas mal. Ça fallait absolument que je le dise, je trouve ça Le merveilleux. Québec quoi. et leur traduction de films, c'est quand même énorme. Et puisqu'on est à Denver, je fais juste un petit aparté vite fait, rappeler quand même pourquoi on s'appelle Vanishing Point. Puisqu'au départ, c'est un petit peu un hommage au film de Richard Sarafian de 71, qui raconte en fait comment un mec sous en fait décide de rallier Denver à San Francisco, donc s'éloigner de 2000 km. Il veut faire le tout, je crois, en 15 heures. Ce En qui fait voiture. en voiture, donc ça Dodge Challenger, et à une vitesse moyenne donc, pour l'époque de 130 km/h, ce qui me semble pas trop faisable en 71. Et donc en fait ce trajet un peu géographique et métaphorique sera l'occasion lui de le mettre à l'épreuve. On va voir aussi quelques images de son passé, mais juste des petites briques comme ça, essayer de comprendre qui il est, pourquoi est-ce qu'il fait ça, et du coup mettre aussi à l'épreuve les autorités, et puis en fait un peu l'esprit du pays dans son ensemble, quoi, puisqu'il va devenir une espèce de symbole un peu rebelle de sa quête. Alors on n'est pas d'accord sur tous les films, tous les trois, mais il me semble que Vanishing Point c'est quand même un consensus assez, Ah oui, assez très clair. cool. Très très Sûr. cool.
Perso, moi je trouve que c'est vraiment un des plus beaux road movies de l'histoire. Bon, voilà, il y a une forme extrêmement épurée, je trouve aussi, et en plus le fond, on peut y appliquer un peu plein de choses, quoi. La trajectoire d'une vie, le destin de quelqu'un, enfin. Bref, donc voilà, si jamais parmi les gens qui nous écoutent, il y a personne, il y a des gens qui savent pas ce qu'est Vanishing Point, jetez-vous dessus. Richard Sarafian, de toute façon, sa carrière, là, c'est private, mais elle est vachement bien. Donc voilà, c'était juste pour rappeler pourquoi on s'appelle Vanishing Point, puisqu'on est à Denver. Mais du coup, là, ce qui nous intéresse, là, ces dernières heures à Denver. Alors, c'est un film de Gary Fleder de 1995. Alors, du coup, je me suis un peu plongé dans la filmo de Gary Fleder, parce que j'ai complètement oublié ce qu'il avait fait. Alors, Dernières heures à Denver, c'est son premier film. Et c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque les yes man, c'est-à-dire les mecs, on leur donne un projet, ils savent à peu près manier une caméra, on leur donne des films de série B, plus ou moins on va dire, quoi. Sauf que bon, j'ai l'impression que le bonhomme il est un peu arrivé en queue de comète des films de série B comme on en a vu dans les années 80 et 90. Et c'est vrai que malheureusement pour lui, on va dire, Dernières heures à Denver, c'est un peu son meilleur film, quoi. Là je regarde un petit peu la suite de sa filmo, donc il y avait Le Collectionneur, qui était potable, hein, il me semble. Ouais. Il n'y avait Pas un mot avec Michael Douglas, il y avait Sean Bean qui meurt. Et mais il y en a un autre en 2003 que j'aime beaucoup qui s'appelle Runaway Jury. Ça s'appelle Le Maître du jeu. Ah ouais, c'est un... Et c'est parce qu'il y a John Cusack et Gene Hackman, je pense que je suis extrêmement tolérant par rapport à ce film. C'est un film de procès de bonne facture. Adaptation de... C'est Grisham, peut-être. Ouais, je pense que c'est un Grisham. Ouais, c'est celui-là ou un autre. Et en fait, quand on regarde la filmo, c'est typique de pas mal de ces faiseurs qu'on trouvait beaucoup dans les années 80-90. Mais quand je dis faiseur, c'est vraiment le côté un peu artisanal, on va dire, de la série B qui essaie pas de péter plus haut que son cul, qui essaie de proposer quelque chose d'à peu près correct, plutôt bien fait, et toujours avec quand même des castings assez respectables. Ouais, puisqu'il y a l'argent du studio derrière pour amener le cast et tout. Et donc le mec essaie de se mettre un petit peu à la hauteur technique de tout ça, et ça donne des films qui sont oubliables. Typiquement, c'est ce qu'on appelle le film du dimanche soir, sans mépris aucun, mais c'est un peu les films qu'on se regarde le dimanche quand on est un peu crevé, on a randonné toute la journée, on veut pas trop s'emmerder. Donc voilà, sa filmographie vue avec un peu de recul, c'est pas foufou, mais j'aime bien ce côté dernier acte de cette époque des faiseurs. Alors bon, au-dessus de ça, il y a toujours des mecs comme Richard Donner, ou alors encore au-dessus des Joe Dante, Walter Hill ou John Carpenter, qui sont les big boss du genre. Lui, on sent qu'il est pas vraiment à la hauteur. Et du coup, en fait, quand on regarde un peu tous ces films, je trouve que Dernières heures à Denver sort vraiment, vraiment du lot. Comme je disais, là, je redoutais un peu de le revoir. Et pour resituer le film vite fait, ça parle d'un ancien gangster qui s'appelle Jimmy the Saint, incarné par Andy Garcia. L'histoire classique du mec qui s'est un peu rangé des bagnoles, qui essaye d'avoir une vie un peu legit, comme on dit, quoi, un peu respectable. Donc son entreprise, c'est de faire des vidéos par des gens qui sont en train de mourir, ou en espèce de testament vidéo qu'ils laissent à leurs héritiers, à leur famille. Donc quelque chose, on va dire, de presque essayer un peu de se rattraper là-dessus, quoi. En gros, moi, j'ai causé des drames toute ma vie, maintenant j'essaie de procurer le bonheur même au-delà de la mort. C'est une métaphore un peu poussive, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Et puis qui est bien intégré dans le film au final. Exactement. Ouais, c'est réutilisé. Ça reste dedans. Ouais, c'est plutôt bien amené. Mais le film, on va directement dans le cœur du sujet. Dans le lourd. Dans le lourd, en fait, il y a un truc qui me dérange et en même temps qui me fascine, c'est que le film est capable de séquences absolument géniales, notamment dans sa galerie de personnages. Donc en fait, quand Andy Garcia vit sa vie tranquille, il va devoir rendre un dernier service un peu brutal, on va dire, à un ancien membre de la Pègre, donc Christopher Walken, qui est dégueulasse à souhait, c'est génial. C'est impeccable comme d'habitude. C'est fou. Hein. Et donc en gros, c'est toujours l'histoire du mec qui est rattrapé par son passé et qui fait un dernier coup. Et donc il va mal se passer. Évidemment, sinon il n'y aurait pas de film. Voilà, c'est la même chose pour Hit, ou voilà, dans des genres très différents, mais et surtout pas de même qualité. Mais il va donc réunir une galerie de personnages, on va dire haut en couleur, de son ancienne époque de malfrats, on va dire, entre le plouc redneck, le lépreux, le lépreux, voilà, le mec qui par Christopher Lloyd, projectionniste porno, quoi. Un truc improbable. Alors que techniquement, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je suis pas sûr qu'il ait encore une main pour se faire plaisir. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était assez curieux qu'un mec qui a plus de doigts projette des films pour des mecs qui font que les utiliser, quoi. Bref, je sais pas si c'est voulu, hein, c'est peut-être mon cerveau malade, ça. Et donc voilà, dans toute cette galerie, je trouve que c'est ultra pertinent, c'est ultra beau.
Même le tueur joué par Steve Buscemi. Ouais, voilà. Ouais, alors il y a un tout casting ça, de bâtard. Hein. Ça casting faut de quand même fou, le dire. Enfin bref, il y a même Don Cheadle qui fait. Enfin bref, et dans tous ces personnages, je trouve bien dessinés, extrêmement bien interprétés, avec quand même un vrai casting. Il y a des moments mous entre les séquences qui en fait me frustrent parce que je pense que dans cette histoire relativement classique, il y avait eu vraiment une idée. Parce que du coup, tout le film se passe dans une unité de lieu et de temps. C'est-à-dire qu'en gros, le coup va évidemment mal se passer. Ils vont passer leurs dernières heures à Denver, comme le dit le film. Donc tout se passe à Denver. Ils vont savoir comment ils vont faire pour un peu sauver leur peau. Et Andy Garcia, là-dedans, qui est pourtant surnommé Jimmy the Saint, en fait, moi je le vois un peu comme un ange de la mort, quoi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, de par le fait qu'il accepte ce pacte avec le gars, sans trop se défendre d'ailleurs. Non. Alors qu'il passe son temps à essayer de se battre contre sa vie Après, tu normale. comprends bien que c'est un grand parrain de... Oui, il a pas trop de choix, mais Il pourrait quitter la ville et... il pourrait se barrer direct. Dès le début, ouais. C'est vrai qu'il du coup il amène tous ses anciens copains un peu C'est ça. dans Il les fait tous replonger, donc ce mauvais, sa rédemption qu'il essaye d'avoir en tant que Jimmy the Saint, ancien malfrat qui a une vie maintenant plus respectable, finalement va s'achever avec en emmenant tous ses anciens potes qui eux ont aussi le droit d'avoir une vie respectable après, quoi. Et en fait je trouve que toutes les scènes où il réunit un peu son équipe, elles sont assez sinistres. Parce qu'Andy Garcia, bon, on l'adore, il est beau, il est charismatique, tout ce que tu veux, mais tu dis, mais merde, putain, fous-leur la paix, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu dis, putain, mais qu'est-ce qui te prend de les refoutre dans la merde? En particulier le mec joué par William Forsythe, le tatoué, là, qui est avec sa femme. Et c'est Qui est très belle. rangé avec une femme, des Voilà, enfants, et avec qui une finit aigle, par camping-car. retomber, quoi. Et d'ailleurs, quand il y a aucun échange verbal entre Andy Garcia et la femme de William Forsythe, mais elle lui lance des regards qui disent tout, genre, ok, t'es revenu, ça va être la merde. Et évidemment, c'est le cas, quoi. Ouais, je trouve ça assez beau, en fait. Le personnage Christopher Lloyd est superbe. Et j'adore la scène d'introduction du film qui montre en fait un mec qui a l'air d'avoir des problèmes avec les jeunes filles. Et tu sais pas trop ce que ça fout là-dedans. Et en fait, c'est un événement complètement indépendant qui va faire que tout le monde va basculer suite à ça, quoi. C'est comme ça un peu une espèce de fatalité, quoi. C'est très étonnant d'ouvrir sur ça. C'est culotté même. Ouais. Qui est, ça démarre l'intrigue parce que c'est lié quand même au fils du parrain de... C'est ça. Cette pègre de Denver, là. Mais c'est pas lié directement au personnage principal. Donc c'est assez culotté d'ouvrir. Et ça te met tout de suite dans ce film, il y aura une morale qui sera un peu douteuse, quoi. Le but, c'est de faire peur à un type qui n'a rien demandé à personne, qui est juste amoureux d'une nana. Qui est le crush de ce type qui va agresser des petites écolières dans la cour de récré, quoi. Parce que Christopher Walken, c'est un ancien mec de la pègre qui a perdu sa femme, il ne reste plus que son fils qui apparemment, suite à la séparation avec sa femme, il est un peu neuneux, il a un peu des problèmes. Et donc Christopher Walken, en gros, fait ça pour son fils, pour éviter de voir l'ancienne fiancée se marier avec un autre. Donc l'idée, c'est de faire peur à ce mec-là, quoi. Et d'ailleurs, dans tout... spoiler, hein, du coup, comme d'hab, mais toute la scène qui a ses défauts aussi, malheureusement, le personnage de Treat Williams qui déconne pendant la scène, bon, ça c'est pas très bien amené, je trouve. Par contre, ce qui est super, c'est que dans le moment où ça bascule surtout parce qu'en fait ils sont plus cons que le mec qui ressemble à une espèce de college boy, tu vois, un peu. Et en fait, il est plus malin qu'eux. Ils sont pas très doués, peut-être parce que c'est des anciens gangsters et qui sont plus à la page, etc. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que ce film, au fond, même si c'est pas un film philosophie quoi que ce soit, il parle de gens qui ont fait leur temps, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont plus à leur place. Et ça, c'est pas mal, je trouve, dans le fond de l'histoire. Ils vivent leurs dernières heures avant que sonne le glas. Ouais, non, c'est leur dernière distraction. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça parle beaucoup de culpabilité, de remords. Moi, c'est un truc, je sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui m'obsède. C'est pour ça que La 25e heure, c'est un de mes films préférés, parce que c'est pas du tout le même genre, mais il y a quand même dans le fond quelque chose, genre, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il me reste quelques heures avant de disparaître, que ce soit physiquement ou en prison. Qu'est-ce que je fais? Comment je règle mes comptes, quoi? Qui je suis? Et il y a vraiment ce côté-là je suis d'une autre époque et j'arrive pas. Et du coup, pour lui donner une raison de rester dans cette ville malgré le danger qui lui tombe sur la tête, il y a cette histoire d'amour. Alors je sais. Non mais tu parlais tout à l'heure à la fois des très bonnes scènes, machin, et des longueurs, machin. C'est peut-être là le problème, c'est toute cette romance qui crée ces longueurs-là, quand même. Je m'attendais un petit peu que... Non, et qui a peut-être été rajouté... je peux imaginer un scénar où elle est pas dedans. Parce qu'elle n'apporte pas grand-chose au scénar. Alors ça lui donne un petit peu un prétexte de rester en ville.
Ouais, mais finalement, l'espèce de la fille un peu prostituée qui traîne autour de lui et tout, elle ferait très bien l'affaire pour le c'est fait très qu'il juste. reste en ville. En fait, elle suffirait. Tu vois, je sens presque deux persos qui auraient été séparés, un perso divisé en deux. Peut-être un mec qui a écrit ce scénar derrière, je sais pas, je connais pas en détail le truc, mais alors l'histoire d'amour à Gabriela Noir, pour moi, déjà, elle est magnifique, mais elle a moins d'intérêt, c'est qu'en fait Andy Garcia qu'on connaît, voilà, je veux dire Andy Garcia est fantastique, il arrive à mêler la douceur et la violence d'une scène à l'autre, je crois qu'il y a encore une fois Pacino, mais il n'y a pas grand monde qui sait faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'il peut être très doux, puis à un moment, quand il s'énerve, Andy Garcia, il fout les jetons, quoi. La scène où il s'énerve dans la salle de réunion, là. Ah, quand il va voir, oui, le mec a malmené la moi, ça m'a prostituée. choqué, parce que je crois que c'est la première fois dans le film où tu le vois en tant que réellement gangster, avant que tu le vois qu'en chef d'entreprise. Sa violence qui ressurgit, quoi. Ouais. En romantique, un peu ringard, mais voilà. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, le gars, il en impose quand même, quoi. Il est capable de. Et c'est crédible à mort. Hein. Ouais, non, mais complètement. C'est ouf. C'est vrai. Mais du coup, tu viens de prononcer le mot ringard. Effectivement, l'histoire d'amour qui sert de prétexte, elle est ultra cheesy, ultra ringarde. Mais en fait, je pense que c'est voulu. Parce que, en fait, c'est Andy Garcia qui est ringard, qui fait partie d'un autre temps. Il l'emmène au resto, dans un resto italien, en mode post-Scorsese, avec le petit accordéon. Et elle lui dit, j'ai l'impression d'être dans une version un peu cheesy de La Belle et le Clochard. Donc, cette réplique me fait penser que ça fait partie de la définition. Moi, ils en ont conscience, ça fait partie de la définition. Méta. J'irai pas jusque là, mais je pense qu'il est, en le revoyant, j'ai revu hier encore du coup pour l'émission, et je trouve quand même plus je le revois, plus je me dis en fait c'est pas aussi imparfait que je le pense. Ça va quand même assez loin. Il y a une noirceur dans le film qui est assez ouf. Après, c'est pas mal imparfait dans la façon dont c'est filmé, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes scènes à certains moments. Scène où il tabasse le type qui suit sa copine, justement, qui est filmé qu'en ombre. Il y a des très bonnes idées, et il y a pas mal de scènes qui sont filmées de façon très classique. Pour le coup, moi je sais que je décroche un petit peu, c'est un peu plan-plan. Puis il y a un côté un peu, ça singe un petit peu Scorsese sur certains points. Il y a ce narrateur qui est dans le diner là, qui fait une espèce de trame comme ça pour l'histoire. Bon, c'est pas assez approfondi, je pense. Par contre, c'est Jack Warden qui le fait. C'est intéressant quand même d'avoir ce narrateur omniscient. Et surtout, il y a un élément, comment ils disent bonjour, par exemple. Avec les mains. Pendant tout le film, tu te poses la question de pourquoi ils font ça, c'est complètement ridicule. Et t'as la réponse qu'à la fin du film. Et c'était bien que, à la fois, il est omniscient, mais il te donne pas les clés tout de suite. Et, il te donne pas tous les éléments dès que t'en as besoin ou dès que tu le vois la première fois. Des fois, il te laisse un peu. C'est ça qui donne un peu les clés du langage de gangster que tu as déjà vu avant. Du coup, c'est une façon de t'initier un petit peu à ce milieu-là. Ce serait pas ce diner d'ailleurs Ah bah si, on est devant là. Ok, cool. On se boire un milkshake. Ouais, pourquoi pas. Ok, ça va. J'ai un peu faim. Et du coup, alors le truc qui moi me plaît aussi, c'est que le film est ultra noir, ultra cynique, mais il est jamais condescendant vers ses personnages. Et c'est un truc qu'on avait causé ensemble par rapport à Buster Scruggs, par exemple, des frères Cohen, où j'ai l'impression que des fois leur travers, c'est de créer des personnages juste pour les détruire, sans avoir pris le temps de les aimer un peu, ces personnages. Alors, attention, je ne compare pas Gary Fleder et les frères Cohen, mais je trouve que dans l'intention, tu t'attaches vraiment au personnage sans que ce soit mélo, sans que ce soit un peu trop facile. Et quand ça dégénère, t'as vraiment mal pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu de massacre là-dedans, mais il est jamais condescendant, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et ça c'est quelque chose, à un moment, bien traiter ces personnages, c'est aussi un choix éthique, je trouve, dans des films. Et celui-là, il le fait à sa façon, dans le mode série B, plutôt bien foutu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, quoi. Et je pense que je vais y retourner à ce film, parce qu'il y a un désespoir là, palpable là-dedans qui est vraiment beau, quoi. Il a été surtout comparé à Tarantino et à Pulp Fiction, il me semble. Oui. On sent l'influence du. Ouais. On sent la période après Tarantino. C'est Miramax, quoi. Oui, c'est Miramax, et puis en fait, c'est presque du post-Tarantino et du pré-Guy Ritchie. Guy Ritchie qui lui arrivera un petit peu à relancer le film de. Sur la forme film de gangster de manière un peu plus fraîche et plus originale, quoi. Parce que t'as l'impression qu'il essaye un petit peu, et puis tu sens qu'il a beaucoup maté Scorsese aussi, quoi. C'est dans les bon. C'est vrai qu'il sort juste après Hit, du coup en 95, et c'est vrai que c'est dur, quoi. Face au poids lourd, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu.
En tout cas, moi, je suis content du coup de l'avoir revu. Andy Garcia me fascine. Hein. Je pense que c'est vraiment un de ceux qu'on doit vraiment pas oublier de toutes ces années 90. Même son détour chez Sidney Lumet. D'ailleurs, le mec qui fait le narrateur du film qui donne un peu la trame, c'est Jack Warden, qui est un bon copain à Sidney Lumet aussi. Donc il y a en même temps aussi il le sait en engageant Jack Warden que ça fait un peu référence à tout ce pan du cinéma qu'il y a eu avant. Donc c'est un parfait film de transition, je trouve, entre les années 90 et rétrospection. Ouais, et ça me touche beaucoup, évidemment, parce que pour quelqu'un qui est né dans les années 80, un casting de brut comme il y a là-dedans, avec des références vers le passé, et puis en même temps un aveu que le passé, on en est prisonnier et qu'on peut rien en faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc moi, je vous le conseille très, très fortement. Quoi. Donc voilà, moi, le film, il est un peu tiraillé entre ces deux époques. Et alors, je sais pas, c'est peut-être encore moi qui invente, mais dans ce côté, les mecs qui appartiennent au passé, quand ils donnent son dernier encart à Gabriel Anwar, c'est dans le musée d'histoire naturelle, et il est devant un squelette gigantesque de dinosaure, quoi. Bien sûr. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je me suis dit, putain, oui, c'est lui le dinosaure, quoi. Donc je suis prêt à accepter le côté ringard du personnage parce qu'il y a cette approche-là, quoi. Oui, il y a une approche vraiment globale dans le casting, dans l'intrigue. Ce côté ringard, mais pas dans le sens forcément péjoratif, hein, mais genre passé, quoi. Des mecs qui comprennent que c'est mort, et d'ailleurs c'est exactement la position des personnages, quoi, enfin qui sont un peu à la fin, en fin de vie entre guillemets, mais forcés entre guillemets. Donc ça fait sens avec le film. Puis c'est bien symbolisé par le personnage de Christopher Lloyd, et qui à un moment a le droit à une sortie, on va dire, pour fuir. Il dit non, mais c'est bon. Moi, ma vie, elle est derrière. J'ai pas passé le reste de ma vie à fuir. Autant m'arrêter là, quoi. Donc il y a peut-être que quelques petites touches comme ça qui font que le film est un peu au-dessus d'une série B, on va dire classique, comme celle que Gary Fleder a fait par la suite, quoi. Oui, il y a quand même un truc pour un film qui s'appelle Dernières heures à Denver, qui met le nom de la ville dans son titre, elle n'est pas exploitée. Ouais, elle est vraiment pas bien exploitée. Elle est pas bien filmée, ça donne pas super envie. Alors, c'est chouette là ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Non, le diner est cool. Michek est super. Mais je trouve que c'est pas super exploité. Ça pourrait se passer à Los Angeles, à New York ou à Mulhouse, quoi. Ça serait pareil. Dernière heure à Mulhouse. sur les quand sonne le glas. Distraction à Mulhouse quand sonne le glas. Bon du coup, finissez votre milkshake, là, on va reprendre la route. Ouais, ça m'a pas calé, moi. Écoute, on verra ça tout à l'heure, hein. Du coup, peut-être que le prochain film va me caler. Parce que moi je suis un peu vanné, faut reprendre la route et tout là, donc. Franck, c'est toi qui as choisi la prochaine étape, du coup c'est quoi le programme là ? Alors le programme c'est Silver Creek, mais on a quelques bornes à faire, du coup il faut retourner à la bagnole. Limit check, c'est pour moi, c'est ma tournée. Allez, bon après-midi. On se mettrait pas un petit peu de musique là, parce qu'on a des bornes à faire ? Ouais, moi je veux bien écouter un peu de zik, là, ça ferait du bien là. Écoute, mets la radio. Ok. Vous êtes bien sûr Coloradio 66.6 à Denver. Et justement, en hommage à notre état magnifique, on s'écoute maintenant 40 Miles for Denver des Yonder Mountain. Soyez attentifs, 7 extraits de films en lien avec le Colorado ont été intégrés ici et là. On vous laisse les reconnaître. C'est parti pour 5 minutes de pur plaisir au cœur de l'Ouest américain. You've reached the Colorado Springs chapter of the Ku Klux Klan. Please leave a message, and God bless white America. Hello, this is Ron Stallworth calling. I saw your advertisement in the Colorado Springs Gazette. I'm interested in receiving some reading materials from you. My phone number is 103-9994. I'm very much looking forward to you returning my call. River in front, ocean behind. Good water, not much wind. This would be a good place to live. It's a cold, cold moon out tonight. And it's a cold, cold point on your knife. Could
I call myself a man if I left by the morning line? And I'd be 40 miles from Denver when you woke up all alone. I'd be 40 miles from Denver and 3 days from my home. In that cool mountain air on an Appalachian trail. Oh, life is better there. I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? I don't believe they did. Well, my predecessor in this job hired a man named Charles Grady, who's the winter caretaker. He came up here with his wife and 2 little girls, I think about 8 and 7. During the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Kind of claustrophobic reaction which can occur when people are shut in together over long periods of time. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. It's a lonely road to travel, but I stood here waiting much too long. And I'd rather leave this minute than try to carry on. And I'd be 40 miles from Denver, headed eastbound on the track. I'd be 40 miles from Denver and trying to get back to that cool mountain air on an Appalachian trail. Oh, life is better there. And then I will find you, and you will scream for years until you die. You should be afraid, Why is that? because you don't know where you're standing. So where are you headed? Aspen. California. Beautiful. Your words for some of our brothers and sisters in the occupied zone. The chair is against the wall. The chair is against the wall. John has a long mustache. John has a long mustache. It's 12 o'clock now. John! John said you better get the bushes! It's a cold, cold moon out tonight. And it's a cold, cold point on your knife. Could I call myself a man if I left by the morning line? And I'd be 40 miles from Denver when you woke up all alone. I'd be 40 miles from Denver and 3 days from my home. In that cool mountain air on an Appalachian trail. Oh, life is better there. 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 Did I just hear you use your real name? Oh, motherfucker. Motherfucker, amateur hour. Well, good luck, Ron, with your new redneck friends. C'était donc Yonder Mountain String Band avec 40 Miles for Denver. Combien d'extraits avez-vous reconnus? Contactez-nous pour nous partager votre score à ce petit blind test dissimulé. Vanishing Point continue avec le 3e et dernier film de cet épisode. Now I'm leaving for Colorado to try to finish the new book. If I can make this work, I might just have something I want on my tombstone. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Annie, please! Almost done. Just one more. God, I love you. Donc on quitte les environnements urbains de Denver pour le calme de la forêt. Michel qui me reste un peu sur l'estomac. Ah, il était là, il était fat. Hein. C'était fat. C'était fat. Pour $2, c'est pas mal. Mais là, on a le temps de se reposer parce que bon,
c'est vert, c'est calme, c'est paisible. C'est vide. On entend le clapotis de la Silver Creek River un peu au loin. C'est parfait pour pouvoir aborder Misery, un film réalisé par Rob Reiner en 1990. Alors, très rapidement, Misery, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de l'écrivain Paul Sheldon, mondialement connu, notamment pour sa saga Misery, qui va s'isoler, comme à son habitude, dans un petit gîte dans le Colorado, à Silver Creek exactement, pour écrire son tout nouveau bouquin. Donc, il vient de terminer la saga Misery, dans laquelle il se sentait un petit peu prisonnier, et donc il veut écrire quelque chose de radicalement différent. Sur le chemin du retour... Ouais, là, en fait, on a un chat dans la bagnole qui nous fait un peu chier, là, du coup, il a tendance à être un peu agité. Tu fais super bien le chat. Merci. Toi aussi. Sur le chemin du retour, il est pris dans une énorme tempête de neige, un énorme blizzard, il a un accident de voiture et il est blessé grièvement. Heureusement, il est sauvé et recueilli par une infirmière locale, Annie Wilkes, qui va du coup le ramener chez elle. Comme la neige a bloqué les routes, coupé le téléphone, impossible de rapatrier Paul Sheldon dans un hôpital, impossible même de prévenir ses proches, qui commencent à se faire un peu de soucis. Donc Paul Sheldon ne va pas avoir le choix que de rester chez Annie pour le temps de retrouver l'usage de ses jambes. Parallèlement à ça, les libraires, il faut bien qu'ils fassent leur flouze, donc ils sortent le dernier tome de la saga Misery. Annie, étant la plus grande fan de Paul Sheldon, court acheter ce livre dès le premier jour, le dévore, le livre évidemment, et découvre avec stupeur que Paul Sheldon a décidé de terminer la saga avec la mort de son héroïne préférée. Et évidemment, ça va pas du tout lui plaire. Elle va obliger Paul Sheldon à réécrire la suite du livre, sous la menace physique et psychologique. Et évidemment, ce qui devait être une paisible convalescence va se transformer en véritable cauchemar. Qu'on a entendu un peu dans l'extrait. Oui, d'ailleurs, normalement, vous avez tous un petit peu mal aux orteils. Normalement. Ah oui, ouais, je m'excuse pour nos éventuels auditeurs joggers. C'est possible qu'ils fassent pas les mêmes perfs que d'habitude. Mais c'est pas grave, ils regarderont des films. Donc là, on est arrivé à Silver Creek. Et il n'y a rien autour. C'est normal là Ah oui, effectivement, parce qu'en fait, Silver Creek, à la base, c'est une ville fantôme, en réalité. C'est une ancienne ville minière qui, jusqu'à la fin des années 30, s'est vidée petit à petit de ses habitants. Donc effectivement, là, il reste un bout de moulin, quelques vieilles bâtisses à moitié détruites. On est bien loin de la jolie petite bourgade qui est montrée à l'écran. Et il n'y a pas le milkshake à $2. Non, il n'y a pas un endroit où bouffer à vue, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, je mange encore le truc sur l'estomac. C'est vrai que je bouffe un truc. Je crois qu'on entend vos estomacs dans les micros. Mais effectivement, on est vraiment bien loin de le petit village paisible. D'ailleurs, entre nous, c'est filmé dans le Nevada. Mais c'est pas triché, parce que restons dans la fiction. Dans l'intention, c'est bien le Colorado qui est montré à la fois à l'écran dans le film, mais également dans le roman, parce que c'est un élément que j'ai pas encore mentionné, mais Misery, c'est évidemment une adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King, un roman éponyme écrit 3 ans plus tôt, en 1987. Et avant d'aborder un peu plus en détail peut-être le film Misery, on peut déjà s'attarder sur cette vaste et épineuse question qui est les adaptations cinématographiques des romans de Stephen King. Oh vache. Voilà, puisque, juste pour 2 heures. Il y en a quoi ? Il y en a 60 en tout ? Je crois que c'est un truc... j'ai fait la liste. T'as fait la liste ? Ah oui, j'ai fait la liste, parce que Stephen King, il faut le savoir, c'est l'écrivain vivant ayant le plus d'adaptations dans les autres médiums. Ouais. Je crois que si tu prends les films sortis au ciné, on doit être à 60 à peu près. Et il y en a plus de 50. Des longs métrages, il y en a plus de 50, avec des réalisateurs comme De Palma, Carpenter, Romero... Darabont. Exactement. Donc avec 50 films, forcément, il y a du bon, du très bon et du moins bon. Libre à vous de placer le Shining de Kubrick dans cette sélection. Ne va pas sur ce terrain, Franck. Je sais très bien où tu veux aller, ça va mal finir. Je vais faire une embardée, on va finir dans le fossé. Donc, là, je te ferai un peu de respect pour le chauffeur, s'il vous plaît. Il a un t-shirt de Shining en plus. Voilà, tu remarqueras qu'il a pas un t-shirt de Dr. Sleep. Non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Stephen King, c'est également 35 téléfilms ou séries, plus d'une dizaine de BD et comics books, et même 10 adaptations au théâtre et à l'opéra. Donc c'est vraiment un univers qui est massivement adapté dans les autres médias.
Et Rob Reiner n'était pas un novice dans ce domaine-là. Ah non, puisqu'il a déjà fait puisque Stand By beau Me. film, exactement. 4 ans plus tôt, en 86, il avait adapté la nouvelle The Body avec le film Stand By Me. Qui est, à mes yeux, pour moi, la plus belle adaptation. C'est une très bonne adaptation. C'est quand même, Stand By Me, c'est merveilleux, quoi. En fait, c'est beau à pleurer. Voilà, dans le recueil de nouvelles, là, dans le même, tu as The Body, donc Stand By Me, et tu as Shawshank Redemption. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est déjà, le matériau de base est déjà Ah pas oui, mal, oui. et les deux films sont en général, quand les adaptations sont mauvaises, c'est rarement la faute du matériel d'origine, quoi. Ça peut, ouais. Stephen King, il a eu des périodes. Selon les périodes, il prenait plus ou moins de coke. Il a écrit tellement. Je me permets juste un aparté, Franck. Je viens de me souvenir qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle D'après une histoire de Stephen King, qui est écrit par François Caux et Mathieu Rostac, qui justement fait l'inventaire de toutes les adaptations qui ont été faites Je crois que Stephen King. La pochette est géniale. Ouais. Et je suis en train de regarder là. Et bon, je vais me commander prochainement. François Caux, c'est quand même pas n'importe qui dans tout ce qui est cinéma, on va dire un peu bis et tout ça. Et donc voilà, bref, juste pour mentionner qu'il y a ce bouquin qui est sorti, mais ça fait quelques mois seulement. Ça s'appelle donc D'après une histoire Stephen King, anthologie de Stephen King à l'écran. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, je crois que Misery, c'est déjà le cas, c'est un film Castle Rock. Oui, c'est un film Castle Rock. Oui. Du coup, Castle Rock, c'est la boîte de prod de Rob Reiner. Exactement. Et le nom vient d'un lieu dans de l'univers qu'on retrouve super fréquemment dans tous les livres. Et c'est parce qu'il estime que c'est Stand By Me qui a fait sa carrière, quoi. Donc il a appelé sa boîte de prod Castle Rock en référence à Stephen King, et il a produit pas mal d'adaptations de Stephen King ensuite avec ça. Et donc en 90, il revient à une adaptation de Stephen King, une autre adaptation sans éléments surnaturels, comme Stand By Me, qui était un peu... pas étonnant, mais original à cette époque-là, parce qu'en 90, il y avait eu surtout des films comme Carrie ou comme Shining, justement. Et donc là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un thriller psychologique, un huis clos, un quasi huis clos, il y a des scènes extérieures, mais c'est genre 95% exactement. du film. Et premier point, c'est, comme tu l'as dit, une très bonne, enfin tu l'as dit pour Stand By Me, mais je reprends tes mots pour Misery, c'est une très bonne... Je te les prête. C'est une très bonne adaptation, je trouve, parce que Rob Reiner, qui est pas super fan de ces éléments horrifiques, a décidé de retirer du roman tous les éléments les plus sanglants. Notamment la fin, dans mon souvenir, la fin du roman est ultra gore. Je sens qu'il y a une histoire de tondeuse à un moment, un truc un peu hardcore. Il y a pas de le shérif qui passe à la tondeuse. Ah ouais. Effectivement, et même Paul Sheldon. Et pas chez le coiffeur. Hein. Paul Sheldon, ses chevilles dans le film sont cassées à la masse au lieu d'être coupées à la hache. Ah, c'est coupé à la hache dans le bouquin. Du coup, c'est un peu plus soft dans le film. C'est pas la scène la plus soft de l'histoire. Et je parlais du shérif, c'est aussi un élément qui a été à ajouter. Enfin, il y a une place plus importante donnée à ce shérif Buster et sa femme, qui est également du coup son adjointe. Avec des scènes un peu comiques. Comiques, un peu grotesques dans exactement. le sens propre. Et je trouvais que c'était une bonne adaptation. C'est un scénario de William Goldman, et je trouve que vraiment ces scènes-là, ça permet vraiment de respirer dans cet univers oppressant, du huis clos, etc., sans enlever toute la tension. Et au final, on s'attache aussi bien à ce shérif qu'à Paul Sheldon. À un moment dans le film, il arrive quelque chose à ce shérif, et c'est un premier choc en fait. C'est vrai. Donc, puis c'est vrai que le personnage est assez touchant. Et intéressant, et puis ça fait je sais pas pourquoi là, ça me fait penser un peu aux frères Cohen, peut-être qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est très Fargo. Un bon mélange de un peu Fargo, un bon mélange de misère et en même temps de trucs un peu comiques ou un peu Amérique profonde. Et ça permet aussi de personnifier la recherche de l'écrivain depuis l'extérieur, qui n'a pas dans le livre. Dans le livre, ça arrive vraiment à toute fin. Là, ça permet pendant tout le long du film de personnifier un petit peu cette recherche de sortir un peu du huis clos finalement quand il faut, quoi. On discutera tout à l'heure si c'est une bonne idée ou pas de sortir du huis clos quand tu décides d'en faire un. Je trouve pas que la démarche n'est pas ratée. Effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Il arrive quand même à garder l'équilibre. Mais quel film ça aurait été si ça était que du huis clos, quoi. Peut-être too much, peut-être beaucoup moins pareil, bon, peut-être moins aimé. Mais effectivement. Je suis pas ultra friand de. Je suis content que les embardées externes soient bien faites, mais je regrette de pas avoir vu le film en pur huis clos. Parce qu'il y a quand même une tension de taré. T'as ça dans une autre adaptation de Stephen King, ça doit être Jessie en français, qui a attaché un lit.
Et il passe quand même pas mal par des flashbacks, des choses comme ça, pour finalement quand même sortir du huis clos, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué quand même. Bon, c'est compliqué et c'est peut-être pas le choix qu'il voulait faire. Parce que Rob Reiner, finalement, est quand même relativement... j'aime pas prendre ce mot, j'allais dire consensuel, mais c'est pas très gentil pour lui, parce que je l'adore. Mais voilà, il y a quand même une envie de faire du grand public aussi. Je pense qu'à un huis clos, je pense à Buried maintenant, là, avec Ryan Reynolds, on aurait pu faire ce choix formel ultra radical. Ça aurait peut-être marché. Un film plus court, un film plus Après, plus le fait est qu'elle sort forcément de la maison. Des fois, c'est amené par ça, effectivement, par les différentes courses qu'elle doit faire. Quand elle va chercher le papier, il y a un montage qui est mortel là-dedans. Quand elle revient, elle fait tomber ses clés. Elle fait tomber le truc, et puis lui, il est en train d'évaler la maison sur son fauteuil. Et finalement, je trouve que ça rend son calvaire, lui, peut-être un peu plus dur. Parce qu'il sait qu'elle sort, il sait qu'elle a des contacts avec d'autres gens, et lui, il a rien, il peut pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un huis clos, mais juste pour lui, en fait. Peut-être que je reproche au film de ne pas être assez radical, alors que c'était pas le but, donc on peut pas lui en vouloir d'avoir voulu faire quelque chose de relativement intermédiaire. Dans le livre, je sais pas si... le livre, il est écrit à la troisième personne, mais il a quand même ce point de vue du personnage principal. Alors, je sais plus s'il y a des éléments extérieurs... Et j'arrive pas à me souvenir, je l'ai lu il y a très très longtemps. Mais pour moi, c'est aussi un élément... un bon point en termes d'adaptation, c'est qu'effectivement le livre il est écrit à la troisième personne et il a c'est souvent, vous savez, vous avez une phrase et puis vous avez un mot en italique qui pop comme ça dans la phrase, comme si c'était une pensée du personnage principal, et c'est ça dans Misery. Et souvent dans les adaptations au cinéma, c'est adapté par une voix off pour pouvoir avoir ce point de vue interne du personnage, et je trouve que c'est un procédé qui est assez souvent foireux. Parce que facile. Peut-être, mais je trouve que ça marche assez rarement. Et Rob Reiner, je trouve qu'il tombe pas dans ce piège-là. Il arrive, avec sa mise en scène, à avoir c'est une mise en scène très sobre, assez simple, efficace, mais il y a pas, j'ai pas en tête des plans incroyables. Non. Mais je trouve qu'il arrive vraiment à donner le point de vue de Paul Sheldon par sa mise en scène, son placement, ses angles de caméra. Misery, c'est un film qui est filmé très bas, très proche du sol. Paul Sheldon, il est soit couché dans un lit, soit assis sur une chaise roulante, soit carrément il se traîne par terre. Donc déjà, ça permet d'épouser son point de vue. Et surtout, en fait, quand il filme Kathy Bates dans le rôle de Annie Wilkes, ça lui permet d'avoir des contre-plongées énormes qui sont assez impressionnantes. Ça donne une importance à son personnage comme ça. Et puis bon, Kathy Bates, c'est aussi une actrice qui a une certaine carrure, qui est filmée en plan poitrine ou gros plan, donc elle prend vraiment tout le cadre. Oui, je pense qu'il y a des focales un peu déformantes qui sont utilisées pour la rendre encore plus et donc du coup, il y a un côté hyper oppressant, on ressent vraiment le danger autour de ce personnage, et je trouvais que c'est hyper intéressant de voir comment c'était filmé. Très bonne prestation de Kathy Bates. Elle était un peu, elle avait déjà joué dans des trucs avant, mais elle a été découverte et célébrée pour ce film. Oscar 91 de la meilleure actrice. Ah bon? Ouais. Oh putain, je savais pas. Cette prestation-là, ouais. Sans déconner. Meilleure actrice. Oh merde. Bon, je vais pas faire mon vieux con sur ce que c'était les Oscars avant, mais quand même, quoi. Quand tu veux se donner. Mais même James Caan, effectivement. James Caan qui est une très bonne prestation. Enfin, on souffre avec lui pendant tout le film. Il est merveilleux, ce mec. C'était pas le premier choix pour ce film. Tout Hollywood a été contacté, tout le monde a refusé pour diverses raisons. Parce qu'ils voulaient pas tourner deux heures de film dans un lit, quoi. Je sais pas, tout le monde a refusé, et je pense que James Caan avait aussi besoin de relancer un peu sa carrière, fin 80, début 90. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça a été vraiment efficace sur la suite de sa carrière? Je sais pas trop. Mais en tout cas, dans Misery, il est très, très très bien. On souffre vraiment avec lui pendant tout le film. Moi, je le trouve hallucinant. Et puis bon, voilà. Alors, pour la peine, on parlait de transition 90, tout ça. Je veux dire, James Caan, c'est un mec qui sort des années 70. Et tu parlais de ce qui s'est passé après. Il y a un film, je sais que toi, tu l'adores, mais il y a Way of the Gun, où il a un rôle, mais absolument, mais de vieux dinosaure. Du coup, il assume vraiment son truc d'ancien mec de la pègre. Il est absolument parfait. Le mec, il a 40-50 ans de carrière, absolument irréprochable, quoi. Irréprochable, il y a des trucs un peu... Je sais que t'as vu il y a pas longtemps, comment ça s'appelle? Alienation, le film, le titre français, je sais plus, c'est Futur Immédiat Los Angeles 1991. Bon, ça c'est plus discuté. J'imagine même pas le titre québécois.
C'est quoi, c'est Avenir Proche, Avenir Proche Montréal. Ouais, Alien Nation. Ouais. Mais alors tu disais ce côté un peu monstrueux de... Alors la limite du film, j'adore le film, attention, hein, c'est juste pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Je pense que le film passe à côté de son thème à certains moments, parce que finalement c'est quoi le sujet de Misery, c'est comment ton œuvre t'échappe et ça devient un monstre que tu contrôles plus et qui te contrôle à son tour. Comment il est prisonnier de sa création. Voilà, c'est ça. Et c'est finalement, on peut rejoindre un peu ce qu'on disait sur le prestige avant, quoi. C'est-à-dire comment l'artiste à un moment n'est pas parti dans une espèce de truc qui fait qu'il peut plus vraiment être lui-même et qu'il essaie de s'en sortir, il n'y arrive pas. Alors l'effet grotesque, monstrueux de Kathy Bates est extrêmement bien fait en effet, mais il a sa limite. C'est-à-dire que vu qu'elle est tellement monstrueuse qu'on passe à côté de l'idée du monstre qu'était la création, quoi. Parce qu'on la repousse, on la rejette parce qu'elle est tellement filmée de manière hideuse et violente et tout ça, donc on se dit bah ouais, bon, elle est folle, point. Alors que peut-être qu'un personnage plus modéré aurait permis de mettre avec modération, mais la responsabilité aussi de Paul Sheldon dans ce qui lui arrive. Ouais. Et c'est pas forcément un film qui est censé être philosophique quoi que ce soit, mais quelques éléments comme ça qui auraient permis d'expliquer que ben voilà, l'artiste est prisonnier de son œuvre et l'affaire a peut-être un peu moins violente, peut-être que ça aura amené une petite réflexion pour ceux qui auraient voulu la voir. Après tu comprends dans le passé du personnage de Annie là qu'elle a un problème dès le départ avec l'histoire de la maternité, tout ça. Elle a un passif. Elle a un passif psy. C'est pas l'œuvre de Paul Sheldon qui l'a rendu comme ça. Mais moi, ça m'aurait peut-être plus stimulé aussi qu'il y ait cette approche de l'œuvre. Enfin, on fait tous de la musique, on sait ce que c'est. Des fois, t'as l'impression que ton truc il t'échappe, ça t'obsède, ça t'aliène un peu. Et en fait, cette partie un peu psychologique, elle aurait pu être un tout petit peu plus esquissée, sans en faire une thèse. Voilà, on est aussi là pour se divertir, il n'y a pas de problème, quoi. Et je trouve que voilà, c'est ça pour moi, c'est typiquement à la fin du film, l'espèce de scène de baston là, je la trouve grotesque et finalement un dénouement c'est un peu tarte à la crème, quoi. Genre on se tape sur la gueule pendant 5 minutes et puis ça se termine là-dessus. Alors il rajoute un espèce d'épilogue. Il l'a tué entre guillemets à la machine à écrire, je trouve ça pas mal, moi. Bien sûr. T'as un sorte de plan Zénito, c'est un des seuls du film où ça, je pense que ça rappelle en fait la réplique. Alors je sais plus, c'est il y a une justice supérieure à celle des hommes, c'est lui qui nous jugera. C'est ce qui permet au shérif d'aller sur la piste de Annie, et je pense qu'il y a un parallèle du coup avec ce plan Zénito. Et d'ailleurs c'est un plan assez particulier parce que t'as l'impression presque qu'ils viennent de copuler, quoi. Enfin, t'as une espèce de fusion entre les deux dans la bagarre finale. Ce plan, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je m'en souviens maintenant que tu le dis, il sauve un petit peu pour moi le côté un peu grotesque. Mais même l'épilogue, je trouve intéressant de voir que il est complètement traumatisé par cet épisode-là. Et toujours piégé finalement. Et oui, il est toujours piégé dans dans son œuvre. Ouais, c'est vrai. Et c'est assez contemporain en fait, parce que la dernière fois on parlait de ce truc hallucinant de film Sonic qui est redesigné aux trois quarts de la production parce que les fans ont dit non mais c'est quoi de ce truc là. Il y a une importance aux fans, et là c'est pareil. Annie, c'est une fan qui dit non, moi Misery, je la connais mieux que toi, c'est pas comme ça qu'elle doit finir. Et je crois que Stephen King dans certains de ses bouquins avait je crois que c'était à l'écriture de Dr. Sleep où il avait dit j'ai été voir des fans pour leur demander ce qu'ils attendent. Pas vraiment ce qu'ils attendent, mais qu'est-ce que j'avais marqué déjà à propos de Danny. Il y avait des fans qui connaissaient mieux la vie de Danny Torrance que Stephen King, quoi. Il y a un côté ça t'appartient plus, les autres savent mieux, les fans savent mieux, et ils sont capables de t'obliger à prendre certaines voies, certaines décisions comme ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'avais pas fait cette analogie avec des trucs très récents comme Sonic, en effet. Bon, en gros, les fans, ils ont dit si vous le sortez en l'état, ça fera un flop, donc révisez votre copie, puis on verra après si on vous donne une note, quoi. C'est quand même ultra brutal, hein, Mais quelque part, tu reprochais à Nolan de pas aller dans le sens que toi tu espérais. Alors je sais pas si tu vas kidnapper Nolan et puis lui casser les orteils ou j'en sais rien, mais c'est pas comme ça, c'est quoi ce putain de Tesla? Écoute. Je suis prêt à lui pardonner ça. C'est vrai? Ouais. Ok, écoute. tu es bien magnanime. Moi je lui pardonne pas Interstellar. C'est quoi vos adaptations préférées de Stephen King? Je crois que Stand By Me, vraiment moi c'est le...
Et encore une fois, c'est histoire de remords, de culpabilité. Enfin, je sais pas, moi, il faut que je fasse une thérapie un jour, que je réfléchisse un peu à ça. Pourquoi chaque film qui parle de culpabilité, ça me bouleverse en limite catatonique. Je sais pas, il y a à mon avis un à dire là-dessus. Je suis pas hyper fan de Carrie, personnellement. Pourtant, ça devrait taper normalement dans le domaine que j'adore. Mais bon, il y a toujours ce côté un peu clinquant de Palma qui... des fois me laisse un peu sur le pas de la porte. Quoi. Lui, c'est son premier roman aussi, donc il n'y a pas, pas tout. C'est le premier roman de... Ouais. Ah, Carrie, ouais. Et puis c'est l'adaptation au cinéma qui a été fait très rapidement, je crois, qui aussi à la fois lancé sa carrière. Bon, après, bon, évidemment, moi, Shining, voilà, on va pas prendre un débat sur Kubrick, mais bon, Shining, c'est intemporel, c'est irréprochable. Et où tu parlais des adaptations, tu parlais de téléfilms. Ce qui est marrant, ce qu'on observe, c'est qu'en fait les téléfilms sont ultra fidèles au bouquin. Mais quand c'est le film, ils prennent des libertés qui plaisent pas toujours à Stephen King. Hein. Lui-même, c'est vrai. Ouais, genre à la fin de Shining. Shining, oui, voilà. Tout Shining. Mais il a bien fait, parce que la fin de Shining, du bouquin, moi je la trouve... tu parlais du fusil de Tchekhov, il n'y a que ça pendant 400 pages, et puis attention, la chaudière, Hartung la chaudière, puis à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ah putain, il y a un problème avec la chaudière. Puis, ok, moi je trouve que le patricide de Shining est 10 fois plus intéressant. Ça a au moins permis de pouvoir faire une suite Dr. Sleep où il y a encore l'Overlook en état, parce que pour le coup, en adaptation Stephen King, alors c'est pas du tout pour faire le troll ou pour... Non, mais c'est pas du tout mon genre. Je suis au milieu de la route, là. Je pense qu'on va se prendre un camion. Le Dr. Sleep, là, récemment, de Mike Flanagan, je trouve que c'est une très bonne adaptation du roman en tant que tel. C'est une très bonne suite du premier roman Shining. C'est à la fois, je trouve que c'est une très bonne suite également du Shining de Kubrick. Vraiment, c'est un projet qui a réussi, et c'était pas compliqué, c'était pas facile. Ah non, ça c'est clair. C'était hyper tendax. Qui a réussi à vraiment rassembler tous les morceaux et en faire un truc assez bon. Ça m'a pas trop convaincu à l'époque. Je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens, mais... Après, j'ai pas lu le bouquin aussi. Ou quoi ? La ligne verte, j'aime bien. La ligne verte, ouais. La ligne verte, c'est trop mélo, trop gentil. Tom Hanks, j'aime bien. Ouais, Tom Hanks. Après, moi, j'ai toujours trouvé que Les Évadés était un des scénars... j'aime bien Shawshank Redemption. Je pense du coup à tes copains de Super Ciné Battle, du coup, parce qu'ils avaient classé... Non, je dis copains parce que tu les as connus avant moi, mais voilà, qui classaient en fait les films des années, dans les années 90, Shawshank. Ouais. Et qui l'ont mis en bas, quoi. Ouais. Comme une espèce de volonté de dire, voilà, tout le monde adore ce film, nous on va dire que c'est le pire, quoi. Bon, il y a un côté un peu punk, un peu sale gosse là derrière, et je comprends pas, parce que autant je peux voir que le côté mielleux de Shawshank qui fait un peu too much, mais putain, le scénar il est quand même incroyable, quoi. Moi c'est un film que j'ai vu 20-30 fois, c'est en termes de divertissement du dimanche soir, si on ne cherche que ça, c'est dur de trouver mieux. Enfin, c'est vrai que c'est... Alors j'ai lu la nouvelle, je m'en souviens pas par contre, je sais plus trop. C'est du point de vue de Red, la nouvelle. Ouais. Il écrit, c'est Red. Ouais. Il écrit ce qu'il a vu, quand il a rencontré l'autre personnage, Andy, etc. C'est tout du point de vue de Red. Ouais. Bon, du coup, j'ai pas vu Dr. Sleep, donc je vais le faire. Non, je trouve vraiment qu'il vaut le coup. Mais je pense que là, pour la peine, c'est ma passion pour Shining qui me fait trop peur, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Mais tout le monde me dit du bien. Je pense que ça te déplaira pas mal parce que niveau réalisation, tout ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même point de vue, donc. Non, ça fait différent, vraiment peur là pour une fois. Pardon ? Par rapport à Shining, ça fait vraiment peur. C'est bizarre. Ouais, alors je t'avoue que les films qui font peur post 2000, j'attends toujours d'avoir peur dans un film qui date d'après 2000. Franchement, j'attends toujours. Non, honnêtement, c'est un bon film. J'ai vraiment bien aimé. T'as pas vu Hereditary ? Si. Ça fait peur, ça, quand même. Hereditary, ouais. Bon, bref, c'est encore notre sujet, mais j'en peux plus de ces plans, ces travelling avant qui vont à 2 à l'heure pour dire que dans une salle à manger, une tension est palpable, tu vois. J'exagère un peu, mais il y a pas mal de ça. Je sais pas si... Non, pour celui-là, je suis pas d'accord. Pour d'autres films, je suis d'accord, mais celui-là, pas trop. Parce que tout est au niveau de la maquette tout le temps, c'est plutôt des plans assez serrés, au final. Ouais, bon, bref, on repartira peut-être sur... on ira un jour. Donc voilà, du coup, on a pas mal parlé du film. On n'a pas vu grand-chose, puisqu'il reste que dalle. Hein. Il reste que dalle. Il reste que dalle, et moi j'ai la dalle. Ouais. Et t'as la dalle. Vas-y. Dernier petit point, parce que je t'en prie. Juste pour reparler du Colorado, parce qu'effectivement là, il n'y a pas grand-chose, donc pourquoi avoir placé son intrigue dans le Colorado ? Je trouvais ça intéressant quand même, parce que à la base, dans Misery, le Colorado, c'est un calme
dont a besoin Paul Sheldon pour écrire, un calme qu'il connaît parce qu'on voit qu'il a un certain rituel, il a un rituel, une superstition. Lui mettre sa clope, voilà, exactement. son petit verre de je sais plus quoi. Donc c'est presque un refuge en fait, là où il va écrire. Et puis petit à petit, avec la tempête de neige, etc., ça devient un danger, une menace. Et c'est exactement la trajectoire que prend le personnage de Annie, qui à la base semble assez bienveillante, sympathique, qui veut l'aider, et qui en fait se révèle être une psychopathe comme pas possible. Donc je trouvais ça aussi intéressant d'avoir ce parallèle entre le lieu, le Colorado, Silver Creek, et un des personnages principaux du film. Parce que finalement, elle va s'isoler là-haut aussi, je pense, pour disparaître des médias, tout ça, parce qu'elle est quand même recherchée. Et puis, elle s'enfonce dans la littérature, tout ça, jusqu'à ce qu'elle croise lui, elle se crée une autre vie. Et puis elle est prisonnière de son endroit aussi, quoi. Son isolement intérieur, c'est la même chose que son isolement géographique, c'est-à-dire que la fille, elle a rien d'autre à faire que penser. C'est vrai que c'est un beau choix géographique. C'est vrai que ça reflète bien la chose, et c'est tous ces moments où le shérif le recherche, et puis il est en hélicoptère, puis il voit rien. Il voit de la neige à perte de vue, de 3 sapins qui dépassent la montagne, et tu te dis mais comment tu veux trouver un mec là-dedans? Donc c'est vrai que le décor est bien exploité là-dedans. Du coup j'ai envie de le revoir maintenant, tu vois. Avant il faut qu'on mange. Du coup vous en pensez quoi? Est-ce qu'on va aller prendre la route et essayer de se trouver un petit endroit à manger? Essayer de grignoter un truc. Bon du coup nous on a la dalle, on va essayer de se trouver un endroit où bouffer. On vous remercie d'avoir écouté ce 2e épisode. On attend vos retours avec impatience, entre autres pour le blind test concocté par Franck. Proposer des films, il y en a 7, 8. Je crois qu'il y en a 7, 8. Donc voilà, on verra qui a tout décelé. Évidemment, il ne s'agit d'aucun des 3 films dont on a parlé. On n'est pas... Non, mais on en a mentionné quand même quelques-uns. C'est vrai? Oui, forcément. Merde, oui, c'est vrai. Voilà, en plus vous avez des indices pendant l'émission, vous avez qu'à la réécouter. Et puis on vous enverra les photos des cadeaux qu'on aimerait vous offrir. C'est pas mal ça. N'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà, on attend vos retours avec impatience, et puis on va aller se bouffer un truc, et puis on se retrouve au prochain épisode. C'est parti. À bientôt. À bientôt, ciao. Salut.